Quand vous maîtrisez quelque chose à la perfection, partagez ça, pas gratuitement, mais pour qu'une personne comprenne cela, il faut qu'il y ait le mindset d'un vrai entrepreneur. Et pour cela, il faut une transformation. Dans ce laboratoire, ça te permet de pouvoir t'exprimer librement, de partager ce que tu as dans la tête. Si tu ne sais pas partager la connaissance que tu as, les gens ne vont pas te juger à ta juste valeur. Donc, à vous également d'apprendre à bien parler. Sinon, quand même, vous serez toujours derrière. Dans tous les domaines de la vie, si vous voulez maîtriser quelque chose, il faut la pratiquer. La voix, c'est important également lorsqu'on parle de communication. Cher ami, bonjour à vous et surtout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs africains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur qui nous vient du Sénégal. Il va nous raconter son histoire, les gars. Donc, restez câblés parce que tout ce qu'il a partagé avec vous aujourd'hui, je suis sûr que ça va vous inspirer. Bonjour Mustapha, comment tu vas? Bonjour, juste un plaisir d'être là aujourd'hui et merci également pour l'opportunité de partager avec la jeunesse africaine. Donc, c'est vraiment un plaisir vraiment d'être là devant un jeune frère africain, je veux dire, parce que moi, j'ai cette mentalité-là. Nous sommes tous des Africains, pas de nationalité, pas de barrière. Et je pense que dans ce podcast, ce sera free. On va essayer de partager le max de valeurs possibles de notre histoire. On va parler de tout en tout cas. Et je tiens vraiment à te remercier de m'avoir donné cette opportunité de partager, vraiment, parce que j'adore partager, comme vous l'avez connu bien sûr. Sur les réseaux sociaux, je suis influenceur au Sénégal, je fais pas mal de vidéos où je sensibilise, j'alerte également la jeunesse sénégalaise. Donc, et je pense que dans ce podcast, Inch'Allah, on va essayer de partager le max de valeurs possibles. Inch'Allah. Merci Mustapha, ça fait plaisir. Alors Mustapha, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Oui, bien sûr. Donc, comme vous le connaissez sur les réseaux sociaux, mon vrai nom, c'est Diop Mohamedou Mustafa. Je suis sénégalais, donc entrepreneur, fondateur de Senegal Communication and Business. Je suis en même temps aussi formateur parce que ma passion en l'entrepreneuriat m'a poussé non seulement à le pratiquer, mais également à former. J'ai eu à former et accompagner plus de 1500 jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'art oratoire, du développement personnel et tant d'autres à travers le Sénégal dans les différentes régions. Voilà, je suis auteur également. J'ai écrit le livre Ce que l'école ne nous apprend pas. Également aussi, j'ai été nommé en 2023 meilleur influenceur de l'année, catégorie business et entrepreneuriat ici au Sénégal, pour témoigner en fait de peut-être cette valeur-là qu'on apporte à la jeunesse sénégalaise, mais aussi à la jeunesse africaine. Donc pour ne pas tirer en longueur, vu que je suis quelqu'un qui touche un peu à tout, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Peut-être beaucoup de gens pourront quand même avoir voilà, un aperçu sur qui est devant eux en train de parler. Voilà. Waouh, 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 waouh. Tu as vraiment beaucoup de casquettes. Tu fais vraiment beaucoup de choses. On va essayer un peu d'aller dans les Ouais. détails de tout ce que tu Mhm. fais. Alors, tu es actuellement au Sénégal, c'est Ouais, ça? je suis au Sénégal, je vis au Sénégal, je suis né et grandi au Sénégal. Ah, ok. Ouais. Et tes activités sont principalement au Ouais. Sénégal? Tu t'adresses à qui en Ouais, réalité? bon, je m'adresse à la jeunesse africaine, bon, l'Afrique francophone, je vais dire, parce que je ne parle pas anglais. Et je ne suis pas anglais, donc du Mhm. coup, je m'adresse à la jeunesse africaine. Donc, mes activités, ça tourne autour du Sénégal, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a presque plus de barrières. On est dans la mondialisation aujourd'hui, dans tous mes business, presque 80% de mes business, c'est en ligne. Donc, quand on parle de business en ligne, ça se dit plus seulement voilà, dans un pays seulement, mais plutôt c'est planétaire. Tu peux toucher toutes les nationalités. Voilà, donc c'est un peu ça, mais quand même, je travaille avec plusieurs nationalités. Voilà, que ce soit gabonais, Hmm. camerounais, sénégalais, ivoirien. En gros, l'Afrique francophone. Donc, mes activités, en fait, Ouais, ça ouais. tourne autour de ces choses. Voilà, c'est un peu Wow. ça. Alors, tu veux un peu nous parler de ton background, c'est-à-dire d'où tu viens, comment tu as grandi, comment tu as découvert l'art oratoire, par exemple, parce que tu t'exprimes extrêmement bien. J'ai regardé beaucoup de tes séminaires. J'ai aussi regardé quelques podcasts que tu as déjà fait. C'est très Merci. intéressant. Alors, comment toi, tu as fait pour développer tout ça? Est-ce que tu viens d'une famille Mhm. d'écrivains, de bons Ouais, parleurs? c'est ça. Dis-nous un peu tout par rapport à C'est ça. ça. Bon, par rapport à ma famille, je suis né d'une famille vraiment modeste et tout. Et dans ma famille, je peux dire que je suis le premier à faire les études jusqu'au baccalauréat. Personne n'est allé loin dans les études.
Mon père n'a pas fait des Mhm. études, ma mère n'a pas fait des études. Dans ma famille, j'ai presque environ 8 grands frères, grandes sœurs. Personne n'a terminé ses études. Et j'ai été le Mhm. seul à pouvoir poursuivre en fait mes études parce que c'est quelque chose que j'aimais. J'ai toujours aimé apprendre. Et il y a certaines même qui me collent la casquette selon laquelle je décourage les jeunes à étudier parce que j'ai même écrit un livre, je vous le rappelle, ce que l'école ne nous apprend pas. Donc, je suis quelqu'un qui est un peu réputé aussi pour mes combats contre le système éducatif actuel parce que je pense que c'est un peu archaïque, c'est révolu et que ça doit être Mhm. mis à jour. Donc souvent, il y a certaines qui pensent que je décourage les jeunes à apprendre, mais plutôt je les incite à comprendre en fait ce qui les attend. Parce que souvent, le système, la façon dont on nous présente le système, c'est différent. Et c'est lorsqu'on aura notre baccalauréat, qu'on fera face à la vie, va vouloir avoir un emploi, qu'on va quand même comprendre ce qui nous attend. Donc c'est un peu ça, mais j'ai toujours été un gamin qui aimait les études, j'ai toujours été bien à l'école également, j'ai toujours trouvé de bons entourages pour vraiment voilà, augmenter mes chances de réussite. Donc c'est comme ça que j'ai fait les études à Dakar, ici à Pikine, puis aussi aux Parcelles Assainies, donc c'est des quartiers ici à Dakar. Donc c'est un peu ça, j'ai eu mon baccalauréat en 2018, il n'y a pas très très longtemps. Et je pense que c'est au lycée que la passion sur l'art oratoire, le développement personnel, l'entrepreneuriat a commencé à naître en moi. C'est-à-dire, j'étais dans un club de littérature, Mhm. d'art et de philosophie. Donc, c'était un club où on nous apprenait en fait le français, l'art, la philosophie en général. Et dans ce genre d'endroit-là, souvent, tu es exposé à t'exprimer, à parler devant un public, échanger avec une foule. Et c'est là-bas que j'ai développé mes capacités à parler devant un public. Et je pense que c'est ce qui m'a donné un peu le courage après de pouvoir quand même non seulement m'exprimer librement, mais également former d'autres personnes. Et aussi, je me suis formé à un moment donné parce que, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, il y a certains qui me disent que tu as le talent de communiquer, tu as la voix et tout ça. Mais moi, je pense que le talent, la voix seulement, ça ne suffit pas. Sinon, Lionel Messi n'allait pas s'entraîner tous les jours. Donc, il faut le talent, mais Mhm. aussi il faut une formation, il faut du travail. Et c'est ce qui va t'aider à quand même perfectionner tes résultats. Donc, c'est comme ça au lycée, je me suis auto-formé avec des concours nationaux d'art oratoire que j'ai fait où je représentais mon établissement, le lycée Seydina Issa Rouhoulaye ici à Dakar, tout le monde connaît. Donc, c'est un peu ça quand même qui m'a aidé. Et ma passion pour l'entrepreneuriat, ça vient d'une personne. Comme je le dis souvent, on est Mhm. toujours inspiré par quelqu'un. Ok. Ouais. Donc je pense, je me rappelle bien, et c'est même l'art oratoire qui m'a permis de rencontrer cette personne-là qui a un peu changé mon mindset, qui m'a inspiré à faire ce que je fais actuellement. Et je devais présenter un séminaire, c'était un séminaire qui devait parler de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et à cette époque, je savais absolument que dalle en entrepreneuriat, développement personnel. C'était des mots quand même nouveaux pour moi. Et Mhm. je devais présenter le séminaire et c'était à moi de présenter les intervenants, les coachs, les formateurs. Et à l'époque, je devais présenter un coach en entrepreneuriat. Et ce coach, figure-toi, c'est un coach en entrepreneuriat qui a fondé une entreprise qui évolue dans tout ce qui est consulting, immobilier, etc. Mais la personne en Mhm. question, il n'a pas fait les bancs. Elle n'a pas fait les bancs autant pour moi. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les bancs du tout, qui a appris lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fait Il n'a des il grandes n'a- études, qui n'a pas fait voilà, l'école. il n'a pas fait les écoles. Il a juste fait les études coraniques. Et à son Mhm. niveau, il a su créer une entreprise et il parle français, même s'il faisait des fautes graves en français. Mais moi, ce n'était pas ça qui m'attirait en fait. Comme en Afrique, ici, tu fais une faute, tout le monde pense que tu n'es pas intelligent, tu es bête et tout. Moi, en fait, Ouais. ce qui m'intrigue, en fait, c'est un peu, c'est-à-dire la connaissance qu'il partageait, la valeur qu'il partageait. Moi, je me suis dit, mais quelqu'un qui n'a pas fait les études, comment il a su créer une entreprise aujourd'hui? Comment il parvient aujourd'hui à former des gens dans des domaines que personne ne maîtrise à l'époque? Presque, il parlait de la crypto-monnaie, du trading. À l'époque, c'est-à-dire, Je pense que c'est de qui tu parles voilà, là. c'est un peu ça. Vous comprenez un peu. Donc, à Ouais. l'époque, il y a peut-être 1% de la population, ou bien même moins, qui connaissait le trading, la crypto. Mais je me suis dit, ce Mhm. Mhm. gars-là, il faut que je m'approche de lui. Et c'est ainsi que, C'est Monsieur Seck, c'est ça? effectivement, c'est ça. C'est M. Amadou Sek. Mhm. Et c'est ainsi que je l'ai rapproché et il m'a transmis en fait cet amour-là, envers l'entrepreneuriat. J'ai commencé à vraiment Mhm. m'intéresser à ça.
Et j'ai su que c'était ça, en fait, ma destinée. Et avant ça, j'étais slammer, hein. J'ai oublié de vous dire. Avant d'être entrepreneur, moi, je pensais que j'allais réussir dans le slam, la poésie, tout ça. Ah, ok. Donc, vu que j'ai toujours aimé écrire quand même. Mhm. J'étais poète, j'étais très célèbre avec ça parce que j'avais déjà une communauté. À l'époque, TikTok venait d'arriver, pas trop longtemps. J'avais 15 000, 20 000 personnes qui me suivaient. Je faisais du slam. J'étais très bien là-dessus. Voilà, je faisais des concours et tout. Mais c'est après que l'entrepreneuriat a pris le dessus, en fait. Lorsque tu es dans le business et que Hmm. ça paye, tu n'as presque plus le temps d'aller dans des spectacles, slammer et tout. Donc, je peux dire que c'est comme ça que Ouais. c'est arrivé, en fait. Ma passion, en fait, Ok. l'entrepreneuriat. J'ai commencé à lire et c'est ainsi que j'ai commencé à partager, en fait, faire des formations Mhm. et tout ça. Donc, pour un peu résumer cette partie-là, c'est ce qui m'a beaucoup plus inspiré à me lancer dans l'entrepreneuriat et dans pas mal de choses aujourd'hui. Ok, super. Alors, je vais un peu revenir sur tes études. Mhm. Parce que tu dis, tu es le premier dans ta famille à avoir poussé les études Mhm. au niveau du bac ou encore au-delà du baccalauréat. Mhm. Alors, tu as grandi avec des frères certainement et des Bien sœurs. sûr. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu sois différent des autres? Mhm. Ouais. Qu'est-ce qui t'a, selon toi, c'était quoi Ouais. la chose qui t'a poussé à aller au-delà de ce que tes frères et sœurs pouvaient accomplir? Ouais, je me dis que souvent c'est Dieu, hein. Parfois il y a des choses quand même, il faut se. Parce que chacun a sa destinée. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour les études. C'est-à-dire, eux, ils peuvent beau Hmm. vouloir étudier, ils aiment la connaissance, mais les études, c'est pas fait pour eux, en fait. Et moi, je me dis que peut-être c'est un peu le chemin de Dieu, mais également peut-être l'entourage que j'avais, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime toujours être avec les bons, c'est-à-dire avec les gens qui veulent quoi. Et je Hmm. peux dire que c'est un peu l'entourage qui m'a inspiré, parce que moi, je suis parfois en compétition. On est en groupe, vous excellez, moi aussi, je dois exceller. C'est ce que je me suis toujours mis dans la tête. On fait quelque chose ensemble. Si je ne suis pas le premier, on va être ex aequo, mais tu ne vas pas être le premier. Mais quand même pas comme la Mhm. mentalité africaine, c'est-à-dire la faire des choses, trucs, machin, non. Moi, c'était sur la connaissance que je basais mes résultats. Raison pour laquelle j'ai toujours fréquenté un cercle d'étudiants responsables, d'élèves, etc. Et je pense que de mon côté, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu continuer mes études. Et aussi, à un moment donné, en étant jeune, je me suis dit que mon père, il investissait beaucoup sur mes études. Parce qu'à l'élémentaire, jusqu'au collège, je n'ai pas fait d'études des écoles publiques, des écoles privées où on payait cher. Et je me suis dit que le seul moyen de rendre fiers mes parents, c'est quand même d'avoir de bonnes notes à l'école et quand même d'être le premier quand même à peut-être décrocher le bac. Et le jour où j'ai eu ma baccalauréat, par exemple, lorsque j'ai appelé mon père, je pleurais comme pas possible. Et il était tellement fier de moi Hmm. d'avoir un fils enfant peut-être qui a fait des études, qui a pu quand même arriver à un certain niveau. Donc c'était un challenge, je devais dire. Je me suis dit que j'ai un père et mère qui sont vraiment illettrés. Ils ont besoin peut-être au moins d'un fils qui va les aider demain à gérer leur Mhm. entreprise ou bien à gérer quelques documents, tout ça. J'ai voulu être utile, hein, utile autant pour moi. J'ai voulu être utile à un moment donné de ma vie. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à quand même arriver à ce stade-là. Waouh, 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 c'est pertinent, c'est pertinent vraiment ce que tu Mhm. dis. Parce qu'on dit toujours que dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui vient Tout briser à fait. cette Cette glace-là. glace, ouais. Et, C'est un peu ça. et dans ta famille, c'est toi cette Ouais, personne. peut-être c'est moi. C'est ça. C'est ça. Waouh, C'est cool. ça. C'est ça. Alors, et, et, et après ça, lorsque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu t'es lancé dans quel business? Quel était ton premier Ouais, business? à l'époque, même avant même d'avoir le bac, lorsque j'étais au collège, Mhm. j'ai toujours aimé quand même faire de l'argent. Ça, c'est quelque chose. Bon, pour moi, l'argent, c'est pas un tabou, hein. Peut-être nous, en Afrique, ici, tu parles de l'argent. Et pour moi aussi, moi j'aime parler Ouais, d'argent. moi, j'aime parler de ça. Parce que ce qui nous fait vivre, Ouais. hein, à part l'amour, à part ça dit, l'argent, ça, c'est important. Donc, lorsque j'étais au Ouais. collège, en classe de quatrième, je pense, j'avais dit à mon père que je voulais élever et vendre des poulets de chair parce que ça marche très bien au Sénégal. Donc, on consomme beaucoup Mhm. plus de poulet que la viande. Donc, c'est un business qui marche très bien et qui est très rentable. À l'époque, je lui Mhm. avais demandé la permission de faire ça en parallèle de mes études, mais il avait refusé sous prétexte que ça allait détruire quand même mes études et tout ça. Et j'ai compris, voilà, comme mon enfant, donc je me suis dit que bon, c'est pas moi qui décide, donc je vais laisser. Et lorsque j'ai eu mon baccalauréat,
Donc, il y a une longue période où, ici au Sénégal, par exemple, lorsque tu as ton baccalauréat, tu peux rester 6 mois pour attendre les orientations. 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, les 2 premiers mois, vu que tu as le bac en Afrique, quand tu as le baccalauréat, tu n'as pas de maîtrise, tu ne sais rien faire. C'est juste que tu as le bac L, tu maîtrises la Tu philosophie. n'as pas de Tu compétences. n'as pas de compétences, tu n'as pas une grande utilité à part savoir lire, écrire, interpréter. Donc, je ne savais rien faire. Et je ne pouvais pas rester pendant 3 mois, me lever à midi, ensuite manger, boire, dormir, et ne même pas pouvoir quand même gagner 100 francs CFA par jour. Et pendant le premier mois, bon, c'était comme ça la routine. Je me levais, voilà, je me couchais quand je voulais, je regardais des séries sur Netflix, etc. Et ma mère, soudain, un jour, ma mère est venue parce que ma mère, c'est une dame qui travaille à fond. Elle se lève à 4 heures du matin, part au travail, elle revient le soir. Et voilà, je l'observais. Et un jour, elle m'a dit que mais ça, c'est pas quand même une vie de responsable. Tu te réveilles à midi, tu pries même pas le matin. Voilà, t'apportes rien, t'as pas assez d'utilité. Ça, c'est pas une vie d'un bon garçon. Et ce qu'il a dit, en fait, m'a un peu travaillé. Et c'est là que j'ai commencé à faire tout ce qui est maçonnerie, voilà, bâtiment. C'était pas mon domaine de compétence. Voilà. Ça, c'était après le bac. Après le baccalauréat. Après le baccalauréat. Ah, moi aussi, j'ai fait ça, Ouais, hein. J'ai été c'est aide-maçon, ça. j'ai monté les C'est briques, ça, etc. c'est Ouais, bien ça, ça. j'ai fait ça aussi. J'étais aide-maçon, Ouais. je travaillais comme aide-maçon pendant presque un mois et ma famille n'était pas au courant. Je me levais, je sortais, je rentrais. C'est 5 ans, cinq Mhm. ans après que ma mère a su ça parce qu'il y avait un gars avec qui je travaillais comme aide-maçon. C'est lui qui a rencontré ma mère et qui a dit que oui, Mohamed, on travaille ensemble comme aide-maçon quelque part. Ma mère a dit, tiens, Mohamed, est-ce qu'il sait faire tout ça? Est-ce qu'il a fait tout ça? Il a dit oui, je le connais, etc. Et c'est après que ma mère m'a dit que donc toi, tu as été une maçon, tout ça. Je lui ai dit oui, à un moment donné, je ne pouvais pas rester comme ça. Donc je me levais, je travaillais. Le soir, j'étais un peu, voilà, donc je me lavais avant de venir. Personne ne savait que quand Mhm. même je gagnais ma vie avec tout ça. Donc c'était comme ça jusqu'à ce qu'on m'oriente à l'université. Et lorsque je suis allé à l'université, j'ai suivi des études en commerce international à l'époque parce que je voulais devenir, comme j'aime l'argent, donc le mot commerce. Moi, je suis sûr d'une chose, il n'y a que le commerce qui peut rendre quelqu'un milliardaire. Il n'y a pas un autre secteur qui peut rendre quelqu'un milliardaire. Il n'y a que le commerce. Oui. La vente et l'achat, que ce soit des produits ou services. Donc, j'ai voulu quand même me lancer dans ça. Et j'étais un peu déçu quand même par rapport à ce dont je m'attendais parce que les formations telles qu'on les fait, ce n'est pas un peu adapté à ce qui se passe réellement sur le marché. Je peux dire que j'ai fait Mhm. 3 ans d'études en commerce international. Ce que j'ai appris après, en moins de 2, 3 mois, sur le commerce international, les business en ligne, import-export, avec même Alibaba, les quelques voyages en Chine et tout ça, ce que tu peux apprendre, c'est 10 fois plus important que ce qu'on t'apprend à l'école. Parce qu'à l'école, ici, imagine quelqu'un qui fait un commerce international ou transport logistique, tu fais 3 ans de formation, tu ne sais même pas à quoi ressemble le port autonome de Dakar. Tu n'as jamais vu de navire, à moins que tu vas à l'île de Gorée pour voir les navires. J'ai trouvé ça Mhm. incohérent, donc j'ai été un peu déçu par rapport au contenu de formation qu'on dispose. Et après ça, ce qui s'est passé est que je n'ai pas décidé quand même de poursuivre mes études au master. J'ai arrêté à la licence et je me suis lancé dans l'aviculture, l'élevage et de poulet de chair. J'ai commencé avec un budget de 600 000. J'ai acheté 300%, j'ai commencé avec ça et Mhm. ça a réussi. Voilà, donc je suis passé de 500 000 à presque 1 million et je me suis dit que ça, c'est du business. Ça peut quand même me faire gagner de l'argent. Et bon, Mhm. mes parents ne me comprenaient pas parce que, bon, quelqu'un qui a sa licence, qui était bien dans les études et tu termines par éleveur de poulet de chair. Mais moi, je ne voyais pas ça, le statut en quelque sorte. Moi, je voyais en fait que qu'importe où tu es, l'important, c'est de se faire de l'argent dignement. C'était ça que je voyais. Mhm. Et c'est ce que je faisais. Et c'est ce qui m'a permis quand même de capitaliser un peu d'argent afin quand même de me lancer en ligne, de lancer ma structure aujourd'hui. Je suis toujours dans l'agriculture, mais ça ne m'occupe pas trop parce que j'ai délégué beaucoup de choses. Mais quand même, je suis non seulement dans mes business, dans mes investissements par-ci, par-là, mais quand même, je suis toujours dans l'agriculture. Donc, après le baccalauréat, Et ça rapporte toujours? ça rapporte toujours, ça rapporte toujours. Bien que ce n'est pas tout le temps stable, parce que voilà, actuellement, le prix de l'aliment, ça a quand même presque doublé, tout ça. Donc, c'est un peu difficile, Mhm. mais on s'adapte, on s'adapte. Mais quand même, c'est Mhm. ce que j'ai fait en fait après la licence et jusqu'à présent, je le fais. Mais je le cumule avec d'autres business en ligne comme l'e-commerce, etc., le trading, tout ça.
Donc, on est dans toutes ces activités-là. Voilà. Et dans des investissements quelque Hmm. part, oui. C'est un peu ça. Mais tu t'es quand même formé avant de te lancer dans l'agriculture, dans Dans l'aviculture. l'agriculture, je ne m'étais pas formé, hein. Voilà, j'ai juste posé des questions à un cousin qui était dedans il y a très longtemps. Je lui ai juste posé des questions, hein, voilà. Et aussi, je suis quelqu'un qui Ouais. respecte les consignes et les conseils également. Ah, ok. Donc, je suis parti, c'est le vétérinaire, il m'a donné quand même un programme. Voilà, à tel jour, tu dois donner tel médicament, à tel jour, tu donnes tel médicament. C'est comme ça que tu dois les donner les médicaments. J'ai respecté ça à la lettre et ça a réussi. Je me suis dit qu'il y a, il y a pas beaucoup de choses en fait compliquées. Il suffit de gérer la température, de faire des chauffages, voilà, que quand même puisse gérer, que ça soit propre, voilà, qu'ils mangent à l'heure, ils boivent régulièrement. Donc je m'étais dit que je n'avais pas besoin quand même d'une formation parce que souvent les gens, ils vont essayer de t'embrouiller. Voilà, je me suis lancé comme ça. Et Mhm. aujourd'hui, j'ai eu de l'expérience en ça. Et voilà, donc j'ai essayé sur ce plan. Et tu étais convaincu que ça devait marcher. Ouais, j'avais investi 600 000 ronds, j'avais que ça. J'avais que ça. J'ai tout mis dedans. Et voilà, donc ça a réussi. Parce que d'habitude, en élevage de poulet de Mm. chair, la première bande, toujours, la plupart du temps, tu fais une bonne bande. Parce que voilà, il n'y a pas encore, Mm. le site n'est pas encore infecté. Voilà, donc d'habitude, ça a réussi, quoi. Si tu gères bien les médicaments et tu commences à la bonne période, parce qu'il y a des périodes où c'est un peu compliqué, comme l'hivernage, tout ça. Donc, si tu gères ça, Mhm. quand même, tu as 1000 chances pour réussir. Mais dans l'agriculture, je ne m'étais Mm. pas formé. Par contre, dans les autres domaines auxquels je me suis lancé, quand même, j'ai payé des formations quand même. Ça, c'est quelque chose, ouais. Mhm. J'ai compris que Et après l'aviculture, tu fais quoi? après l'agriculture, je suis dans le coaching déjà, donc c'est quelque chose que je fais en parallèle. Je suis dans l'e-commerce également, donc avec Alibaba. Donc j'achète beaucoup de produits en Chine avec Alibaba. Je n'ai pas besoin de me Mhm. déplacer, que je vends en fait via des plateformes. Donc c'est un peu ça qui occupe Mhm. aussi mes activités. Je fais également du trading. Voilà, et donc je suis beaucoup plus holder, Le trading des des crypto-monnaies, je suppose. crypto-monnaies. Monsieur Sec t'a emmené dans son bateau. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, Ok. j'investis sur la crypto, tout ça. Donc, c'est un Mhm. peu ça que je fais. Et aussi, voilà, donc, un peu parfois dans l'immobilier, on essaie quand même de trouver parfois des moyens, comme le courtage. C'est quelque chose aussi que je fais Mhm. avec des sites résidentiels qu'on loue par jour, par mois. Je suis dans ça également. Donc, également, comme je Mhm. le dis, hein, je fais beaucoup de choses. Je suis un businessman, je veux dire. Je vois une opportunité, je saisis. Je sais que c'est pas à tout Mais, prix, mais quand même, je saisis des opportunités parfois. Il y en a beaucoup. tu étais dans l'aviculture, mais pourquoi tu t'es pas lancé à fond dans le domaine? Pourquoi tu as décidé Mhm. de chercher d'autres sources de revenus? Ouais, parce que je m'étais dit Qu'est-ce que, qui t'a motivé à faire ouais, cela? parce que je peux dire que c'est mon amour pour le partage. Parce que je me suis dit que peut-être l'agriculture, c'est bien, je gagne de l'argent, mais moi, je me sens beaucoup plus à l'aise, bien, lorsque j'aide des gens, je les accompagne, je les forme, je les coach. Et que aussi, je me suis dit que à un moment donné, un business, quand c'est quelque chose qui te maintient, ça, il faut que tu sois toujours là pour que ça marche. C'est pas encore un bon business. Il Mhm. faut faire en sorte que ça soit automatisé. Et aujourd'hui, tous les jours, je vais dans la ferme, je vois, je vérifie, mais quand même, ça occupe pas tout mon temps. Je travaille avec des collaborateurs directs, des gens qui quand même sont là-bas, Mhm. mais moi, à chaque fois, je suis au contrôle. À chaque fois, je viens, voilà, on gère tout ensemble. Donc, j'ai un aperçu sur tout. Mhm. Mais je me suis beaucoup plus orienté sur tout ce qui est digital, tout ce qui est formation également, où quand même je partage Mhm. tout le temps, j'accompagne beaucoup de gens en ligne comme en présentiel. Donc je me suis senti peut-être beaucoup plus dans ce domaine-là. Également, je suis dans le domaine du trans, c'est-à-dire des voyages, pèlerinages à la Mecque. Donc, il y a une agence de mon père que je gère également. Donc, chaque année, on fait voyager presque 30 à 40 pèlerins. Donc, ça aussi, c'est un autre business à part que je Mhm. fais. Et je suis VOAV certifié aussi. Donc, ça, j'ai oublié de dire, je suis VOAV certifié. Je fais des pubs, des spots VOAV, maître de cérémonie également. Donc, je fais plein de trucs à la fois. Voilà. Et tout ça, quand même, ça ne Wow. m'empêche pas de gérer les business physiques que j'ai mis en place. Et quelle est l'activité qui te prend le plus de temps? L'activité qui me prend le plus de temps, c'est l'e-commerce, je peux dire. C'est l'e-commerce, la vente en ligne. C'est Ouais, l'e-commerce. actuellement, je peux dire que ça Mhm. occupe beaucoup plus de temps. Ouais. Le fait de vendre, gérer les commandes, tout ça.
Je peux dire que c'est quelque chose qui me prend beaucoup plus de temps. Et l'information également, parce que quand tu partages de la valeur, souvent les gens ils veulent quand même comprendre ce que tu fais, ils veulent faire pareil que toi. Mhm. Et moi, peut-être, je leur dis souvent que je ne peux pas quand même former tout le monde et que le temps que je perds à former, c'est de l'argent. Donc, c'est des formations que je fais pour aider les gens, mais en grande partie également aussi, c'est quelque chose qui te permet d'avoir d'autres sources de revenus. Les formations également, quelque part, Mhm. c'est du business, ça il faut le dire, c'est du business. Parce que ça te permet de générer de l'argent tout en aidant des gens. Tu fais ce que tu aimes faire et en parallèle, tu Mhm. gagnes de l'argent et aussi tu continues de faire ton métier au calme. Donc, je peux dire que les formations, les coachings, voilà. Donc, YouTube également, je suis YouTuber, je fais des vidéos sur YouTube comme sur Facebook. J'ai une communauté de plus de 500 000 personnes. Donc, ça aussi, quand même, quelque part, ça prend beaucoup de temps. Ça prend un espace. Wow. Ouais, un peu ça. Mhm. Et tu formes les gens dans quel domaine? Principalement dans tout ce qui est business en ligne. Voilà, donc Alibaba, e-commerce, vente en ligne, tout ça. Et aussi sur l'art oratoire, l'entrepreneuriat également. L'art oratoire, je suis beaucoup Mhm. plus formé de gens sur l'art oratoire que dans ces domaines-là. Parce que tous ceux qui me Mhm. connaissent, la plupart, ils me connaissent avec ça. Sur l'art oratoire, on forme beaucoup de gens là-dessus. Sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, même l'éducation financière aussi, j'en parle souvent parce que c'est un problème que j'ai Mhm. eu à un moment donné. Et à travers un Mhm. livre, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, ça m'a beaucoup aidé à sortir de ces mauvaises habitudes-là. Et j'essaie quand même Mhm. d'aider le max de jeunes possibles qui sont dans la même situation que moi il y a des années, qui parviennent à gagner de l'argent mais qui ne gèrent pas. Je les aide quand même à pouvoir quand même gérer leur budget à travers des applications, des séances de coaching. Donc c'est un peu, je peux dire qu'en grande partie, c'est l'art oratoire qui occupe beaucoup plus mon temps lorsqu'on parle de formation. Mais Mhm. également, je forme des Mhm. gens dans d'autres domaines également. Moi, pour moi, je me dis que tout ce que je maîtrise et que je sais que carrément je maîtrise la chose et que je connais qu'il y a des jeunes qui aimeraient maîtriser la chose, je partage. Ça c'est quelque chose quand Mhm. même que je me suis dit, quoi. Il ne faut pas garder Mhm. certaines Mhm. opportunités pour soi, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont plein de potentiel, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un emploi, qui n'ont pas la chance que tu as. Voilà, donc j'essaie de partager parce que beaucoup de gens ne vont pas vers l'information. Donc, Mhm. beaucoup de gens n'ont pas la même mentalité que toi, donc tu essaies de partager, peut-être ça pourra sortir beaucoup de gens dans la galère. C'est un peu ça. Mhm. Et tu disais que t'aimes parler d'argent. Oui, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime parler Ouais, d'argent. donc ça tombe bien. J'aime beaucoup parler d'argent. Ça tombe bien. Alors, parmi tous tes business, quelle est l'activité, le business qui te rapporte le plus d'argent? Bon, je peux dire l'e-commerce en premier lieu, ensuite l'aviculture. Mhm. Et ensuite, Ensuite, l'aviculture. l'aviculture, oui. L'aviculture que je fais en Ah, parallèle, ok. ça rapporte beaucoup. Et après, peut-être les formations que je fais. Les formations également, il Mm. faut savoir que c'est surtout en ligne. Tu peux toucher plusieurs personnes. Imagine, tu as une formation que tu vends par exemple à 50, 100 000 ou 200 000, 300 000, ça dépend du pack. Et qu'il y a Mhm. peut-être 100 personnes qui s'inscrivent, 200 personnes. C'est beaucoup d'argent. Peut-être il y a certains Mhm. formateurs qui n'en parlent pas, qui voilà, mais quand même, il faut le dire, quand vous maîtrisez quelque chose à la perfection, partagez ça. Pas gratuitement, mais partagez ça. Il y aura sûrement des gens qui seront prêts à payer le prix pour comprendre ce que tu fais. Parce que c'est du temps que tu vas mettre, de l'énergie et de la valeur. Donc l'information également, quelque part, c'est une source de revenus aussi. Donc je veux dire, comment dire, Mm. l'e-commerce, l'aviculture et ensuite, voilà, les business, les formations en ligne. Ça rapporte beaucoup. Et après, peut-être voilà, d'autres services que tu fais, les placements de produits, vu que tu as une audience et tout, les voix aussi, ça Mhm. rapporte. Donc c'est un peu ça. Ouais. Mhm. Et lorsqu'un jeune vient vers toi et il a besoin de conseils pour se lancer en ligne ou encore dans l'entrepreneuriat en général, Mhm. tu lui recommandes de se lancer dans quel business? Comment tu procèdes d'abord? D'abord, moi, il y a tout le temps des jeunes hein, qui me contactent, coach, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas quoi faire. Bon, d'habitude, moi, avant d'orienter quelqu'un dans un domaine, je préfère avoir une discussion beaucoup plus profonde avec la personne afin de savoir quel Mhm. est son mindset déjà. Parce qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, la plupart des gens ils prennent l'entrepreneuriat comme par exemple une autre porte. Ça dit c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Raison pour laquelle beaucoup de gens commencent à entreprendre dès la première année, deuxième année, ils abandonnent, ils vont aller chercher un emploi ou bien faire autre chose. C'est pas un jeu, c'est une science. Vous voyez un peu? Donc, du coup, moi, avant peut-être de conseiller ces jeunes-là, de lui dire non, viens faire l'e-commerce, ça marche.
S'il n'a pas le mindset qu'il faut, que ce soit l'e-commerce, l'agriculture, quoi que tu puisses lui demander de faire, ça ne va pas réussir. Parce qu'il a un problème de mindset. Donc, d'habitude, j'essaie de peser en fait le mindset de la personne. S'il est vraiment blindé, il est prêt à se lancer à faire face à beaucoup de défis dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat, que ce soit de l'e-commerce, de l'agriculture, qu'il soit prêt mentalement. S'il n'est pas très bien prêt mentalement, je lui conseille de lire des bouquins, de lire des livres qui parlent de business, d'entrepreneuriat, de suivre des formations, des séminaires, s'il a la possibilité de les suivre. Si c'est payant, il paye, il va suivre. Et surtout, j'insiste sur les livres. Et lorsque la personne est prête mentalement, facilement tu pourras le conseiller parce qu'il saura ce qu'il veut faire réellement. Et là, tu pourras quand même lui suggérer quelques business et il va essayer de voir selon sa passion ce qu'il veut réellement faire. Parce que souvent, il est bien de faire des choses qu'on aime. Mais ce n'est pas obligatoire. Parfois, on est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas pour avoir les résultats qu'on veut avoir. Et après, voilà, se lancer dans ce que l'on veut faire réellement. Donc, lorsque la personne est déjà prête mentalement, tu peux lui suggérer 2, 3 business. Et là, au moins, lorsqu'il va se lancer, il saura ce à quoi il doit s'attendre. Et il va pouvoir quand même persévérer. Comprendre qu'il n'y a aucun business qui te garantit le retour sur investissement du jour au lendemain. C'est-à-dire c'est avec le temps, c'est avec la persévérance, c'est au fil des ans. On prend l'exemple de Google, de Facebook, ouais, de Microsoft, etc. Ça a pris du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, pas un claquement de doigts, mais c'est avec le temps. Donc, pour qu'une personne puisse comprendre cela, il faut qu'il y ait le mindset d'un vrai entrepreneur. Et pour cela, il faut une transformation. Et cette transformation-là, c'est à travers en fait l'enseignement qu'il va recevoir, l'éducation qu'il va recevoir, les livres qu'il va lire et l'entourage qu'il va choisir. Parce que l'entourage, ça a un impact significatif en nous. Tu veux te lancer dans l'e-commerce, mais tu as que des amis qui parlent que de football, et vous ne parlez jamais business ou bien de produits gagnants, mais quand même, vous n'allez pas grandir. Mais si tu changes de cercle, tu essaies de fréquenter des gens qui sont dans le domaine, qui parlent d'opportunités. S'il y a un produit gagnant, ils t'alertent, tu lances ces produits, tu importes et tout ça, tu vois. Donc là, quand même, cette personne-là, ce sera beaucoup plus facile de l'orienter. D'habitude, c'est la méthode que j'utilise. Je le consulte d'abord. S'il a eu à faire des business dans le passé, pourquoi, qu'est-ce qu'il aime, tout ça. Et à travers ce collecte d'informations, tu pourras quand même savoir quel type de business correspond le mieux à la personne. Et il faudra le laisser quand même choisir parce que tout ce qui en fait a une liaison sur ton avenir, pour moi, tu dois être la seule personne à prendre une décision là-dessus. Tout ce qui concerne ton avenir. Moi, tout ce qui concerne mon avenir, ce n'est ni ma mère ni mon père qui vont choisir. Parce qu'eux, ils voulaient que je sois médecin. Je leur ai dit que je ne pouvais pas être médecin parce que je suis littéraire. Je n'ai pas les capacités requises pour être médecin. Je ne suis pas bon en maths. Donc, je ne peux pas être médecin. Je ne vais pas vous faire plaisir et être le dernier de la classe. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. Wow. Ok. Alors, on va essayer un peu de parler de l'art oratoire, parce que tu accompagnes les gens dans ce domaine-là. Et quels sont les profils que tu accompagnes souvent et qu'est-ce que les personnes recherchent lorsqu'ils viennent vers toi? Oui, je pense que j'accompagne plusieurs types de profils, que ce soit des élèves, des étudiants, des professionnels, vous voyez, des entrepreneurs également, tout type de personnes. Parce qu'il faut comprendre que 95% de la population mondiale ont la phobie de parler devant un public. C'est la plus grande peur, je peux dire, à part la mort. Les gens ont peur de s'exprimer devant un public parce que ce n'est pas facile de s'exprimer. Même, ne parlons même pas d'un public, devant un inconnu parfois, pour la première fois lors des entretiens d'embauche, par exemple, ou bien même ce genre d'interview, peut-être là, j'ai le trac, ou bien peut-être ça aurait été quelqu'un, il aura du mal à partager la connaissance qu'il a, et peut-être c'est quelqu'un d'intelligent, de très bien dans son domaine, mais du fait qu'il ne maîtrise pas les méthodes, les techniques à mettre en place pour bien faire une bonne présentation et tout ça, c'est ce qui va faire qu'il va paraître comme quelqu'un qui ne maîtrise pas son domaine, alors qu'en réalité, c'est un bon. Donc c'est là qu'en fait l'importance de l'art oratoire, ça te permet de pouvoir t'exprimer librement, de partager ce que tu as dans la tête, ce que tu maîtrises, de te faire respecter également. Tu peux être le plus intelligent au monde. Si tu ne sais pas partager la connaissance que tu as, les gens ne vont pas te juger à ta juste valeur. Parce que les gens, souvent, ils retiennent que c'est ce qui parle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient par exemple, quelqu'un comme Martin Luther King? Quand tu parles Martin Luther King, à part ses réalisations, il y a très peu de gens qui vont dire qu'il a réalisé ça. Mais quoi? I have a dream. Vous voyez, la parole, l'éloquence. Les gens, ils retiennent souvent ce qu'ils entendent. Vous voyez un peu? Donc,
il est toujours bien de parler bien devant le public. Donc moi, les profils que je forme, je pense que c'est plusieurs profils à la fois. Il y a des élèves qui ont ces problèmes parce qu'il y a très peu d'ateliers au lycée pour quand même donner les élèves l'opportunité de s'exprimer. Il n'y a que une ou deux exposés par an pour les élèves et ça ne leur donne pas l'opportunité de s'exprimer. Même tu vas voir, par exemple, moi, lorsque je faisais la licence 3, je devais faire ma soutenance. Dans notre amphithéâtre, il y avait plus de 100 personnes et j'ai pu former, organiser des séances de formation pour ces étudiants-là. On était dans la même salle de classe, le même amphithéâtre. Plus de 50 personnes, ils ont suivi ma formation en art oratoire 2 semaines avant en fait les soutenances. Parce que la majorité d'entre elles, c'est-à-dire, elles avaient du mal à bien s'exprimer devant le public. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de le faire, ils n'ont pas cherché également. Parce que ce n'est pas facile. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, les étudiants sont touchés. Tu tends un micro à un étudiant, un micro-trottoir, mais il va dire des bêtises. Et pourtant, ce n'est pas un con. Il est intelligent. Il sait ce qu'il dit. Mais du fait qu'il a peur de parler, les mots ne vont pas venir. Il va vouloir parler en français, il finit par parler en lingala. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, en fait, le problème. Je peux dire que c'est un problème qui touche beaucoup de gens. C'est un problème qui touche beaucoup, toutes les catégories d'âge, en fait. Donc, du coup, j'ai pu former plusieurs catégories, entrepreneurs, étudiants, professionnels. Voilà, donc. Mais je vois que les professionnels sont beaucoup plus motivés à se former, les professionnels, les entrepreneurs, parce qu'ils sont tout le temps exposés à parler et soudain, Ils n'ont pas vraiment le ouais, choix. ils n'ont pas le choix. Donc, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils sont très limités. Ça leur empêche même de progresser. Parce que je le dis souvent, dans toutes les structures où vous allez, par exemple, participer, que ce soit des partis politiques ou bien quelque chose comme ça, la plupart du temps, les gens qui dirigent, c'est les gens-là qui savent bien parler. Vous pouvez être le plus... Même s'ils ne sont pas forcément les plus Non, ce n'est compétents. pas les plus compétents, c'est les plus, voilà, c'est les plus éloquents qu'on va mettre devant. Parce que lorsque le président sera là, c'est eux qui vont parler, c'est eux qu'on va connaître. C'est eux qui vont être célèbres. Vous, vous êtes le technocrate, vous allez faire le sale boulot, c'est eux qui vont être célèbres. Donc, à vous également d'apprendre à bien parler. Sinon, quand même, vous serez toujours derrière. Hein. Il n'y aura pas les projecteurs devant vous. Donc, ça aussi, c'est quelque chose dont ils sont conscients, raison pour laquelle ils viennent se former souvent, les professionnels ainsi que les entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, pour vendre aujourd'hui, c'est plus des affiches, c'est révolu. Il faut savoir parler, s'exprimer devant le public. Et voilà, là, quand même, les gens pourront quand même s'accrocher à vous et travailler éventuellement avec vous. Donc, je peux dire que c'est un peu toutes les catégories d'âge. Mais est-ce que tout le monde peut améliorer sa prise de parole en public, son art oratoire? Est-ce que tout le monde peut savoir parler en Bien public? sûr, bien sûr. Moi, j'ai formé les gens qui, au début, n'avaient même pas la possibilité de prononcer 3 phrases. Parler pendant 2 minutes. Ils vont prononcer une phrase, ensuite ils vont commencer à bégayer. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'ils ne vont plus quand même continuer tellement qu'ils ne parviennent pas à gérer leur respiration. Et à la fin de chaque séance, eux tous, ils vont s'exprimer pendant très longtemps. Et je me suis rendu compte d'une chose. Le plus grand problème, surtout au Sénégal, parce que c'est différent dans certains pays. Au Sénégal, ici, tu fais une faute de français, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on est Ah très... ouais, ouais, ouais. Ah, ben, dans beaucoup de pays francophones. C'est Hein. ça. Tu fais une faute et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont la phobie de parler. Ils n'ont pas peur de s'exprimer, mais ils ont peur de faire des fautes et de se retrouver avec des moqueries. C'est ça qui retient la plupart des gens. Parce que moi, ici au Sénégal, j'ai testé ça avec 80% de mes étudiants qui avaient du mal à parler librement devant le public. Lorsque je leur donne l'opportunité de parler devant les étudiants, la plupart, lorsque je leur demande de parler français, ils ont tous les problèmes du monde. Mais lorsque je leur invite à parler avec la langue locale, le Wolof, mais ils s'exprimaient très bien, librement, sans problème, parce que les mots, ça vient naturellement. Ils n'ont pas de problème avec le vocabulaire ou bien la grammaire, parce que c'est quelque chose qu'ils ont eu de façon maternelle. Mais lorsqu'il s'agit d'une langue étrangère, ils auront peur et ils auront le complexe également de faire des fautes devant les étudiants. Et ici au Sénégal, tu fais une faute, on te dit que tu as eu ton master et tu fais une faute de l'œil et de là, tu n'es pas intelligent, tu es un con. On te prend pour un con, pour un nulard. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'étudiants n'osent pas parler en public. Donc tout ça, moi, la première chose que Alors que l'erreur est humaine, c'est humain. Et normalement. même les Français, ils font beaucoup de fautes et ils s'en foutent royalement. Tu parles à un Marseillais, mais il te fait beaucoup de fautes de grammaire, de conjugation, mais il s'en fout. L'essentiel pour lui est que tu puisses comprendre ce qu'il dit. Mais en Afrique, c'est le contraire.
Tu fais une faute avec ta langue maternelle, ça ne choque personne, ce n'est pas un problème. Tu fais une faute en français, mais c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Je fais en sorte que l'étudiant sorte de ce complexe-là, qu'il puisse apprendre à faire des fautes, faire des erreurs devant le public, bégayer devant le public, comprendre qu'on apprend toujours comme ça. C'est-à-dire, dans tous les domaines de la vie, si vous voulez maîtriser quelque chose, il faut la pratiquer. Si vous voulez être un bon chauffeur, il faut conduire, faire des erreurs, faire des infractions, heurter la voiture d'autrui, payer avec ton assurance. C'est ainsi que tu deviens un bon chauffeur. Avec l'art oratoire, tu t'exprimes devant un public, tu fais des fautes, tu fais des erreurs, tu te sens comme une merde, tu continues également. Avec le temps du jour au lendemain, tu ne vas plus ressentir en fait ce gêne-là de t'exprimer. Donc, tout le monde peut améliorer sa prise de parole, tout le monde. Est-ce qu'on est né pas avec cette qualité-là? Est-ce que On n'est né pas avec cette qualité. Est-ce que c'est pas inné ça quand même, pour ça? je peux dire que il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui sont nés avec ça. Ça, c'est vrai. Mais quand vous écoutez quelqu'un qui est né avec l'art de parler et quelqu'un qui est non seulement né avec l'art de parler, mais qui s'est formé, tu vas voir une différence. Donc, il y a des gens, ils ont la possibilité de parler librement devant un public sans stress, sans problème. Mais lorsque tu les écoutes très bien, ils ne vont pas quand même bien gérer leur prise de parole. Ça va manquer de cohérence et peut-être même de pertinence. Peut-être ils auront la voix qu'il faut, l'audace qu'il faut, mais c'est-à-dire les techniques, les peps qui vont faire en sorte que tu puisses faire une présentation cohérente et pertinente, ça, il faut un accompagnement, il faut une formation. Donc, il y a le talent qui est là. C'est comme quelqu'un qui sait jouer au football. Tu sais jouer au football tiki-taka, mais il y a un système qu'on met en place pour changer le cours du jeu. Et pour comprendre ce système-là, il faut s'entraîner avec le système, comme Guardiola par exemple. Partout où il va, il change de système et les joueurs sont obligés de s'adapter. Et pour cela, il faut des entraînements. Tu peux être Messi, mais si tu ne comprends pas le système, tu vas te perdre dans le terrain. Donc, c'est un peu ça. Dans la vie, il y a des règles partout. Donc, il faut juste apprendre à suivre les règles et parfois même peut-être créer ses propres règles. Mais quand même, on peut naître avec le don de bien parler devant le public. Ça, quand même, j'avoue. On peut naître avec une belle voix, Donc, avec le charisme. Tout ça, on peut naître avec. donc, techniquement, on a presque tous besoin d'un coach en art oratoire. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose quand même qui est indéniable. On a tous besoin de quelqu'un. Même en dehors de l'art oratoire, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Quelqu'un quand même pour nous conscientiser. Quelqu'un à qui parler. Quelqu'un avec qui tu vas au moins apprendre. Même si c'est 2-3 phrases. Donc ça aussi, quand même, on en a vraiment besoin dans la vie. Waouh. Et toi, tu fais beaucoup de séminaires, des formations, tu parles beaucoup devant les gens. Est-ce que tu as un rituel avant de parler devant les gens comme ça? Est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu pries d'abord? Qu'est-ce que tu fais pour avoir cette concentration et pouvoir bien parler devant les gens? Ouais, bon, je peux dire que mon rituel, c'est déjà de dire Bismillahirrahmanirrahim. Pas à haute voix, mais quand même, c'est quelque chose dont j'ai habitude parce que quand même, nous sommes des musulmans et c'est quelque chose quand même qui apaise et aussi peut-être l'œil, tout ça. C'est pas quand même facile de faire face à des milliers de personnes et de devoir quand même s'exprimer. Donc, c'est un peu ça que je fais. Avant de commencer à parler, la plupart du temps, j'observe d'abord le public, les placements, tout ça, les zones, voilà, donc les angles morts, tout ça. J'essaie quand même de faire un peu le tour avant quand même de commencer à m'exprimer. Donc ça aussi quand même, je peux dire que c'est un peu une habitude. Et de boire de l'eau avant de parler, ça aussi c'est des habitudes. Je peux les considérer comme des rituels. Mais avec l'habitude, quand tu es trop habitué à parler devant un public, parfois tu prêtes même pas attention à ça. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de faire quelque chose. Au fini, ça devient quand même comme tu deviens une machine en fait. Tu répètes la chose sans pourtant réfléchir. Tu viens, tu vas direct. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu... Donc, tu n'as plus de stress? Non, Tu stresses plus avant une le présentation? stress, c'est plus présent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Qu'on soit coach ou pas, c'est-à-dire dès les 30 premières secondes, lorsque tu t'exprimes devant un public nouveau parfois, tu peux ressentir du trac. Mais quand même, la différence entre ceux qui sont bien en communication et ceux qui peut-être jusqu'à présent ne parviennent pas à gérer ça, c'est la gestion du trac. Comment vous faites pour bien gérer ce trac-là pour qu'au fil du temps, ça disparaisse. Donc moi, je peux dire qu'aujourd'hui, qu'importe le public ou bien la personnalité qui est devant moi, j'arrive à m'exprimer sans stress, sans problème. Mais dès les 30 premières secondes, tu ressens que là, le battement cardiaque, quand même, c'est plus normal. Il y a une augmentation de la pression artérielle et ça, tu te dis que c'est tout à fait normal et que ça passe. Et tu vas te rendre compte que
plus tu parles, ça disparaît. Et tu vas faire comme si tu parlais à ton enfant ou bien quelque chose comme ça. Donc, tu ressens plus de, Hmm. tu vas plus quand même faire la chose de façon difficile, voilà. Donc, ça devient juste un jeu d'enfant. C'est impossible. Wow, parce que j'avais ça au début, lorsque j'ai commencé ce podcast-là. Mhm. J'avais remarqué que on va dire les premières minutes, j'avais comme un stress et ma voix tremblait. Ouais, Et pourtant, on n'était pas ouais, ensemble. Genre, ouais, tu es derrière la tout à caméra, je fait. suis là. On ne se voit pas, mais j'avais ce petit stress-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, À chaque fois, j'avais ça. ouais. Mais au fil du temps, c'est parti. Ça s'est amélioré tout C'est naturellement. l'habitude. Euh, C'est-à-dire, c'est l'habitude. Moi, je me dis que tout ce que vous voulez maîtriser, faites-le du jour au lendemain. Faites-le chaque jour. Faites-le. Vous le pratiquez, vous allez le maîtriser. Ça, c'est sûr. C'est comme les muscles, en fait. Le cerveau, c'est un mhm, muscle. Aujourd'hui, si tu vas avoir, par exemple, de gros bras, mais va à la salle de sport et soulève des biceps. Plus tu soulèves des biceps, plus tu as la chance d'avoir des muscles. Le cerveau humain, c'est comme ça. Plus tu répètes, par exemple une chose tous les jours, tu fais des podcasts tous les jours, même si un jour tu as le président du Gabon dans ton podcast, mais tu vas faire comme si tu marques devant toi. Tu n'auras pas quand même de stress, de trac parce que tu es habitué à faire la chose. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je me dis que mhm, la connaissance aussi, c'est par la pratique. Il y a certaines choses que l'on maîtrise que par la pratique. On peut beau faire de la théorie, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, quand même, on ne peut pas maîtriser les rouages de la chose. Il faut juste pratiquer. Et je pense que c'est ce mhm. qui vous est arrivé. Au début, vous n'étiez pas quand même voilà, familiarisé avec ça, mais avec le temps, quand même, c'est devenu un jeu. Vite fait, tu fais la chose, tu ne ressens pas de fatigue, pas de stress, tu vas dormir Mhm. sans problème. Donc c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai, parce que à chaque fois, et puis le truc, c'est que ça reste dans la tête et à la prochaine interview, Mhm. tu as comme cette idée-là. Est-ce que ma voix, est-ce que je vais trembler au début? Est-ce que tu te poses Ouais, beaucoup de questions ouais. pour que ça n'arrive plus, en Tout fait? à fait, tout à fait, c'est ça. Et du jour au le jour où ça va, C'est c'est psychologique. psychologique, mais le jour où ça va disparaître, tu ne vas même pas te rendre compte. C'est un peu ça. Tu pratiques la chose, mais le jour où Hmm. tu vas, ce stress-là, ça va disparaître. C'est comme un enfant, par exemple, qui apprend à conduire une vélo avec trois roues. Par exemple, il y a des Mhm. vélos, lorsqu'on était gamin, des vélos où il y avait trois roues. On montait deux roues à Mhm. côté pour maintenir en fait Ouais. la chose. Mais plus l'enfant Ouais. conduit comme ça, du jour au lendemain, il va monter le premier roue pour apprendre quand même à bien conduire. Et après, du jour au lendemain, Mhm. il va conduire avec deux roues seulement, sans pour autant se rendre compte de cela. Et c'est ainsi qu'on maîtrise. Hmm. Donc c'est juste comme ça, avec la pratique. Du jour au lendemain, ça va disparaître. Donc je peux dire que tout se passe dans le cerveau. C'est le cerveau qui contrôle tout. C'est vraiment le Ouais, cerveau, c'est c'est vraiment pratique. je suis vraiment d'accord avec c'est vraiment le C'est le cerveau. cerveau. Parce que aussi même parler devant la caméra pour certaines personnes, c'est vraiment pas C'est facile. difficile. Il peut être seul devant la Oui, caméra, mais c'est difficile c'est comme je le de disais. Et il s'exprimer. y a beaucoup de gens, moi, qui me contactent. Je veux commencer à créer des contenus, je veux être suivi comme toi. Mais ils pensent que c'est facile. Voilà, donc tu allumes juste ton téléphone portable, ta caméra, tu t'exprimes, après Mhm, tu fais petit montage, tu publies. C'est pas si facile que ça parce que tu t'adresses à beaucoup plus de personnes que même dans une salle. Parce que lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tout le monde a accès à tes vidéos. Tout le monde. Que ce soit dans ouais. ton pays. Mais le problème, c'est que tu es seul devant ta caméra. Comment ça Oui, l'idée parce en que fait, ça dit, c'est un ce qui vas-y. fait ça est que tu es sûr que après tout le monde va voir la vidéo. Dans ta tête, tu sais que Hmm, après des milliers de personnes vont voir la vidéo, ils vont faire des jugements, ils vont faire des critiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que hmm. tout créateur de Ouais, ouais. contenu, lorsque tu fais des vidéos, il va arriver un jour où tu vas faire une vidéo, mais les gens vont t'insulter. Voilà, ils vont te dire du n'importe quoi. Et le cerveau humain, il prend en compte cela. Les jugements, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les critique, qu'on les juge, ou bien qu'on se moque d'eux, de leur physique. Donc c'est ce qui Mhm, fait que la personne a le trac lorsqu'il est devant sa caméra. Même s'il n'est pas en direct, il a le trac parce qu'il sait qu'après, quand même, les gens auront accès à ça. Et dans sa tête, c'est comme si les gens étaient derrière la caméra. C'est un peu ça, en fait. C'est ça, quoi. C'est hmm. psychologique. C'est parce que tu sais réellement quelque part que après, voilà, ton père, ta mère, tout le monde va voir la vidéo. Si tu es beau, tout le monde va savoir que tu es beau. Si tu es moche, comme moi, par exemple, si tu n'es pas t'es laid, tout le monde saura que tu es laid. Voilà, c'est un peu ça. Toi, t'es loin d'être laid, toi. C'est un peu Tu es ça. l'opposé, ça. C'est un peu ça. Alors,
Waouh, 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 mais c'est vraiment intéressant, quoi, ce que tu es en train de partager avec Ouais, nous là c'est- sur l'art oratoire. ouais, Alors, il y a l'art oratoire, c'est-à-dire tu parles, tu coaches les gens sur comment s'exprimer, comment faire des présentations, comment faire des séminaires, mhm. comment faire des discours peut-être même aussi, Ouais, bien sûr, et bien cetera. sûr, bien sûr. Waouh! Donc, tout ça, c'est dans la formation, comment faire des discours. Et aussi, surtout, quelque chose, hein, le branding. Donc, les gens, c'est-à-dire l'habillement, tout ça, c'est important. La communication, les gens pensent que souvent, c'est juste le fait de parler, mais c'est-à-dire, ce qu'on entend là, ça ne représente pas grand-chose. Hein. Ça ne représente pas Mmh. grand-chose. Vous voyez, la communication, elle est d'abord non verbale. C'est important. Mmh. Mais la communication, il y a la communication non verbale, c'est-à-dire ce que les gens voient, ta présentation, ton Mmh. branding, la gestuelle, le regard, la posture que tu as, la gestion de l'espace, le fait de gérer l'espace. Tout ça, c'est de la communication. Et ça représente 55% du discours. C'est-à-dire, la voix, c'est important également lorsqu'on parle de communication. La voix, ça représente 38% du discours. C'est-à-dire tout ce qui est volume, ton, débit. Voilà, est-ce que tu parles très rapidement ou bien tu es trop lent? Est-ce que tu doses en fait le volume? Est-ce que tu sais quand tu dois parler fort, quand tu dois diminuer? Tout ça, c'est très capital. Parce que par exemple, ce podcast, si le son n'était pas bon, mais quand même, on peut être là à parler de midi à 14 heures, mais personne ne va suivre la vidéo. Mais si le son est propre, l'image également elle est propre, là ça change tout. Parce qu'en audiovisuel, on peut tout te tolérer, sauf l'audio et l'image. C'est-à-dire l'image même, on peut tolérer ça, mais l'audio, le son, les gens doivent bien entendre ce que tu dis. Donc, en communication, ce Mmh. n'est pas seulement le fait de savoir bien parler, mais le background également, c'est capital, c'est important. C'est très important. Et aussi, ce que Mmh. tu dis, la langue que tu utilises, il faut tout faire pour quand même bien utiliser cette langue, que ce soit le français, la langue locale, ça dépend. Mais tout ça, c'est Mmh. tout un ensemble en fait. Je dis souvent, c'est tout un ensemble. La communication, c'est quelque part une science également. C'est un peu ça. Mmh. Mais il y a des gens qui ont des voix un peu aiguës, par exemple. Oui, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. ouais. Est-ce que tout le monde peut avoir ce genre de voix? Est-ce qu'on peut travailler ça? Oui, donc il y a des méthodes pour travailler la voix. Souvent, les chanteurs, les grands chanteurs, ils le font. Ils vont à la mer, ils chantent fort, ils crient fort. La nuit, lorsque Mmh. personne n'est à la mer, beaucoup de chanteurs, vous leur demandez, ici au Sénégal, il y a les Youssou N'Dour, les Walsek, c'est des choses qu'ils font. Ça travaille les cordes vocales. Il y a des gens, ils ont un peu la Mmh. voix un peu cassée. Souvent, ils ont la voix cassée. Donc, ce genre de personnes-là, il faudra qu'ils fatiguent en fait le corps vocal pour s'habituer en fait à parler fort ou bien à parler trop longtemps. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler trop longtemps. Plus ils parlent, plus ils auront la voix. Tu vas sentir même de par leur dire qu'ils sont fatigués. Et ça, c'est pas normal, c'est pas bon aussi pour un orateur. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille. Mmh. Il y a des gens qui vont à la mer, qui chantent ou bien à la forêt, ils chantent à voix forte jusqu'à ce qu'ils fatiguent leur voix et ils le font de façon répétitive. Et à force de le faire tout le temps, tu finis quand même par changer en fait même ton type de voix. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça, c'est des exercices que Ouais. l'on fait, même le fait de mettre un stylo entre les dents, de lire à voix haute, c'est des choses qui t'aident à travailler également ta prononciation, ta diction, tout ça. Donc la voix également, c'est quelque chose que l'on travaille. On peut naître avec une voix, mais quand même, on peut l'améliorer. Pas le changer catégoriquement, parce que la voix, quelque part, c'est une identité. Aujourd'hui, quand Juste parle, il faut juste l'entendre pour savoir que là, c'est Juste qui parle. Aujourd'hui, quand moi je Mmh. parle et que quelqu'un me connaît, il suffit qu'il entende ma voix pour savoir que là, c'est Coach Profet. Donc, c'est une identité, on ne peut pas l'enlever, mais quand même, on peut l'améliorer de telle sorte que on peut t'entendre et dire que, mais lui, sa voix, il a grave changé. Vous voyez, ça aussi, Mmh. c'est avec des exercices quand même qui peuvent nous aider à Mmh. l'améliorer. Ça aussi, c'est Mmh. possible. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'accompagnement, dans l'art oratoire, en art oratoire? Ouais. Donc ça, je dis que ça a commencé depuis le lycée, parce que comme je l'ai dit, Ah, OK. j'étais dans un club de littérature, d'art et de philosophie. Et dans le club, par exemple, au lycée, tu fais 3 ans. Tu viens en classe de seconde, j'ai intégré le club. Et chaque mercredi, on faisait des séances de formation sur l'art oratoire. On faisait également du théâtre. Voilà, j'ai fait du théâtre sur scène. Voilà, donc dans presque plusieurs localités au Sénégal. Donc quand tu fais du théâtre, souvent tu es habitué à t'exprimer devant un public. Ça m'a beaucoup aidé. Et également là-bas, il y avait des, par exemple, plus tu progresses, là tu es en classe de seconde.
après tu es en classe de première, ensuite au terminal. Il y aura d'autres générations qui vont venir et c'est à nous de former ces générations-là. Donc c'était à nous de les former. En français, de les apprendre la littérature, tout ça, faire des exercices, la philosophie. Et le fait de partager, c'est là-bas que je peux dire que mon amour pour le partage a pu quand même voilà, commencer à venir. J'aimais faire des cours partagés et je voyais en fait les élèves évoluer, avoir de bonnes notes. Ils me faisaient des retours. Non seulement ça, ça me faisait du bien. Ça me faisait vraiment du bien de voir que j'aide des gens qui parviennent à avoir des résultats et quand même d'évoluer dans ce qu'ils font. Je peux dire que c'est ça aussi quand même qui m'a poussé à coacher et accompagner des gens. Je suis passé par là parce qu'il y a des aînés qui m'ont formé, qui m'ont partagé ce qu'ils avaient. Et moi, je me suis dit, à mon tour, vraiment, il faudra que j'aide d'autres personnes. Et je pense que c'est ce qui a continué jusqu'à présent. Et c'est quelque part aussi, c'est une façon, c'est une prière, je peux dire, d'aider les gens, de les voir un an, 2 ans après, de voir quand même qu'ils ont pu progresser. Ça aussi, ça fait du bien. Même si tu ne gagnes pas d'argent là-dessus, ça fait vraiment du bien. Est-ce que tout le monde peut devenir coach? Est-ce que tout le monde peut devenir coach? D'accord, déjà, moi, le nom coach, on me l'a attribué avant que je puisse quand même vraiment me lancer dans le coaching parce que voilà, quand tu partages trop, tu partages de la connaissance, tu aides des gens, tu formes des gens, ils vont finir par t'appeler coach. Donc, il y a des gens qui vont dire que non, aujourd'hui en Afrique, tout le monde est devenu coach. Je leur dis souvent que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que ce qu'on pensait de la jeunesse africaine au début, c'était quoi? Voilà, santé, boire, dormir, les filles, c'est-à-dire, on n'était pas intéressé à tout ce qui est formation, coaching, entrepreneuriat. On parlait, ce n'était pas d'actualité auparavant. Raison pour laquelle les étudiants ne nous ont jamais respectés. Mais si aujourd'hui on voit des jeunes, à peine 17, 18 ans, 20 ans, ils se nomment, ils mettent dans leur nom coach, c'est une bonne chose. Il faut les encourager. Parce qu'au moins, ils vont prononcer 2, 3 phrases qui vont aider une ou deux personnes qui sont dans des situations un peu difficiles. Et moi, aujourd'hui, si je vous montrais, par exemple, le nombre de personnes qui m'ont fait des retours par rapport à leur changement, c'est des centaines et des centaines de personnes. Des dizaines de personnes m'appellent par jour pour me remercier. Juste parce qu'ils ont regardé une de mes vidéos qui les a aidés aujourd'hui à lancer leur entreprise et être stable financièrement, à réussir ce qu'ils font. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à m'appeler coach. Et je me suis dit que bon, là, c'est bien, on t'appelle coach, mais après, quand même, il faut quand même trouver une certification. Et j'ai cherché un peu partout. Je n'ai pas vu dans mon pays une structure qui, quand même, certifie des coachs. Mais j'ai vu un coach qui a une certification, mais en France, bien sûr. Et il a lancé un programme de formation. Mais je me suis dit que lui, il est certifié. Je vais quand même suivre sa formation. Et j'ai suivi sa formation, j'ai eu un certificat. Ça ne veut pas dire que je suis certifié comme coach, mais quand même, ce que je fais, en fait, c'est ce que les coachs font. Et je vois les coachs aujourd'hui, tu vois des coachs qui sont vraiment certifiés par des structures, mais quand même, tu suis la formation, tu es déçu. Parce que souvent, il y a certaines choses quand même, c'est pas seulement le fait de suivre une formation de 3 ans pour quand même être bien, mais c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Moi, je peux dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant plus de 7 ans, 10 ans presque, je peux dire, où je l'ai pratiqué et ce qui m'aide aujourd'hui à accompagner des gens. Et tous ces gens-là qui ont suivi mes formations, ils sont aujourd'hui contents et satisfaits de ce qu'ils font. Donc, c'est un peu ça. Et si tout le monde peut devenir coach, je me dis que bon, tout le monde peut devenir coach. Bon, il y a des gens qui peuvent peut-être pas le devenir, comme tout ce qui, comme si, par exemple, le fait qu'on dit tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Parce que je pense que la vie est ainsi faite. On ne peut pas tous faire une chose. Il y a des gens qui sont faits pour partager de la connaissance. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas partager de la connaissance. Ils peuvent être intelligents, mais ils ne peuvent pas partager de la connaissance. Il ne faut pas enseigner à quelqu'un une connaissance. Parce que c'est des gens qui s'énervent trop vite. C'est des gens qui voilà, qui s'intéressent pas à la vie humaine. Ça rien, À l'autre. c'est ça. Ils ne sont pas altruistes. Il y a des gens, ils ne sont pas altruistes. Il y a des gens même, par exemple en Afrique, c'est en Afrique que tu vois, tu maîtrises quelque chose, tu es dans le secteur de la réparation de téléphone, tu maîtrises un secret, tu le partages publiquement, mais les gens vont t'attaquer. Tu commences à détruire le business, voilà, etc. On n'aime pas partager la connaissance. Voyez un peu. Donc, tout le monde n'est pas comme ça. Donc, pour être coach, il faut déjà être un serviteur d'abord, un altruiste. Moi, sur les 1500 personnes où j'ai eu quand même des bases de données que j'ai tracées, 1500 personnes, j'ai leur mail, numéro de téléphone, tout ça. Avant cela, j'ai eu à former des centaines de personnes gratuitement en art oratoire.
au lycée, comme les séances que j'organisais pendant les vacances. Des centaines et des centaines de personnes. Ils ne me payaient pas. Et je les formais pendant des jours, une semaine, 2 semaines de formation. Gratos, tu ne payes rien. Et ça, si tu n'es pas altruiste et que tu n'as pas la passion de partager, tu ne peux pas le faire. Et si quelqu'un n'a pas ça en lui, il ne peut pas devenir coach. Pour quand même devenir coach, il faut être prêt à faire ces sacrifices-là, à être altruiste, savoir partager de la valeur, partager également de la connaissance. Mais beaucoup de gens, ce n'est pas tout le monde qui a quand même cette volonté-là. Il y en a, bon, ce qui les intéresse, c'est de se faire de l'argent vite fait, et puis voilà. Ils n'en ont rien à foutre de même leurs clients, du moins qu'ils t'encaissent les c'est. Donc, on est différents, Wow, ok. c'est ça. On est différents. Ok. Alors, Mustapha, tu te vois où dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, je me vois très loin parce que là, déjà, on est en train de travailler sur des projets vraiment intéressants. On est même dans la phase de, voilà, de vouloir quand même valider la chose avec une structure qui va nous accompagner sur ça. Et c'est toujours dans le domaine de l'agriculture, hein. Donc, c'est quand même un Mhm. projet beaucoup plus grand, voilà, qui demande un investissement très lourd. Et je me dis que moi, dans 5 ans, je me vois beaucoup plus dans ça. Bien que mes autres business, ça marche, que ça va l'e-commerce, mais ça, c'est des choses quand même, tout est délégable. Tout, tu peux quand même tout déléguer. Mais ça avec l'agriculture, parce que nous comptons nous lancer dans tout ce qui est élevage et de poules pondeuses, donc dans tout ce qui est, voilà, donc avec les coquelets, tout ça, c'est un projet qu'on est en train qu'on veut mettre en place. Et dans 5 ans, je me dis que peut-être on va être vraiment les leaders dans ce secteur-là. Parce que c'est un business qui marche très bien au Sénégal, très bien. Donc, du coup, je peux dire que c'est l'un de mes projets. Je me vois là-bas dans 5 ans. Et aussi ouvrir une école de formation. Ça aussi, c'est dans mes projets. Pas une école de formation comme voilà, les écoles, les universités privées ici au Sénégal où tu fais des formations en marketing digital. Après, tu ne peux même pas vendre un stylo. Mais quand même une école de formation où on va te former sur des connaissances que tu vas pratiquer, comme l'e-commerce que je fais, comme également, c'est-à-dire les commerces Alibaba, acheter des produits en ligne, comme l'art oratoire, l'entrepreneuriat, avec des renforcements de capacité, à travers en fait un partenariat avec des coachs, par exemple, qui sont certifiés dans le domaine, qui savent, qui maîtrisent ce qu'ils font. Et c'est un peu ça en fait. Ce ne sera pas une école de formation comme je l'ai dit, qui suit les règles qu'on a mis en place, mais plutôt quand même qui brise les règles, qui va apprendre aux gens ce dont ils ont besoin au XXIe siècle. Parce que c'est révolu. Ce qu'on nous apprenait depuis 1960, le contenu n'a pas changé. Tu peux apprendre avec le cahier de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. C'est les mêmes calculs, les mêmes problèmes. Je me dis que il faut une solution face à ça. Et mon projet aussi, ça fait partie aujourd'hui, dans le futur, dans un futur très proche, de créer cet établissement-là et de pouvoir quand même aider beaucoup de jeunes sénégalais et africains. Donc, je peux dire qu'il y a plein de trucs qui sont dans notre tête dans 5 ans, mais je peux dire que l'un des projets forts, c'est ces deux-là. L'agriculture et aussi toujours la Hmm. formation et l'accompagnement. Ouais, Hmm. ça fait partie quand même de nos Wow. visions. Et dans 5 ans, Inch'Allah, peut-être même moins, c'est quelque chose quand même qu'on veut quand même réussir. On sait que ça va pas être. En tout cas, moi, je te souhaite que du Merci. bonheur et je te remercie encore une fois de plus d'être Mhm. passé. Et nous sommes arrivés au terme de Tout à fait. notre entretien. Alors, ben, tu as le mot de la fin, Ouais, hein. donc juste te remercier hein, parce que j'ai beaucoup parlé. Parce que nous, les communicants, d'habitude, on nous reproche ça, vous parlez trop, vous parlez trop. Mais quand même, c'est un plaisir. Et je pense que c'est la première fois que je fais un podcast où je m'ouvre à cœur ouvert, où je parle de moi. Parce que d'habitude, je ne parle pas trop de moi. Et je me dis que je n'ai pas encore eu un parcours à partager. Tout ce que j'ai fait, peut-être il y a des gens qui ont fait 8 fois plus que moi. Donc, je me suis dit que même dans mon livre, je n'ai pas trop parlé de moi. Il y a des gens qui me l'ont reproché. Je leur ai dit que vous aurez un livre, ça dit une autobiographie et tout ça. Ah, mais vas-y, dis quelques mots sur ton livre Ouais, bon, d'abord. sur le livre, je pense que j'ai même des exemplaires Ouais. ici, hein. Donc, c'est ce que l'école ne nous apprend pas. Donc, là, c'est la couverture. C'est un livre quand même où j'ai partagé Mhm. beaucoup de valeurs. Donc, tout ce qui est art oratoire. J'ai parlé également du système éducatif. L'échec est une bénédiction. Mhm. C'est l'un des chapitres. Également, la rareté de l'emploi. Pourquoi c'est rare et quelles sont les solutions face à ça. J'ai parlé de l'entrepreneuriat. Comment aussi allier les études, un pied à l'école et un autre pied dans le business. Aussi, j'ai parlé du leadership. Mhm. J'ai parlé aussi de la vente, des techniques de vente, de la confiance en soi, de l'art oratoire. Donc, c'est un peu ça que j'ai développé.
J'ai eu à développer plusieurs sous-thématiques également. Donc, c'est un livre aussi qui est disponible en version électronique. L'e-book aussi est maintenant disponible. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que vraiment, on a pu peut-être partager de la connaissance et que peut-être ces gens-là qui vont sur ce podcast vont peut-être apprendre un peu de moi. Et quand même pour dire que ce fut vraiment un plaisir de partager avec vous. Voilà, donc je peux dire qu'en gros c'est ça. Juste vous remercier encore une fois et vous souhaiter beaucoup de réussite aussi dans ce que vous faites et aussi voilà, de vous dire que continuez ça, c'est très important. Ça permet quand même à la jeunesse africaine de savoir qu'il y a des modèles à suivre, il y a également du travail à faire. Merci beaucoup vraiment pour ce podcast. Merci Mustapha d'être Merci, passé. Ciao, merci, ciao. merci.